Bien, bonjour chers étudiants, j'espère que vous vous portez bien. Alors, nous allons poursuivre le cours de négociation sociale, cette fois-ci sur le chapitre 5, la gestion des conflits. Et il faudrait rappeler que le chapitre précédent, le chapitre 4, le chapitre oui, 5, la gestion des conflits. Donc le chapitre précédent, nous avons vu la négociation sociale et évidemment nous avons abordé les types de négociations, les stratégies de négociation. Aujourd'hui, nous allons parler de gestion des conflits. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est que les conflits, ce sont des situations qui arrivent dans, dans la vie des, des individus, des groupes d'individus et des groupes d'individus à un autre groupe d'individus. Donc qui, des situations de relations qui engagent plusieurs individus ou plusieurs groupes. Alors ce qu'il faut savoir ici, c'est que toute relation interpersonnelle, quelle que soit sa profondeur, connaît des conflits. Donc de toute évidence, comme je vous l'ai dit tantôt, les conflits sont des situations qui sont véritablement, qui apparaissent, j'allais dire, chaque fois dans les relations et les interactions entre les individus. Alors, il faut savoir donc que les conflits sont un fait de la vie. Les émotions qui les accompagnent, c'est-à-dire les blessures, la colère, la frustration, le ressaisissement, la déception, le sont également. Donc quand il y a des conflits, effectivement, ces attitudes, on observe ces attitudes du point de vue des individus qui vivent cette situation la situation conflictuelle. Alors, le décor étant planté, nous allons d'abord avoir des généralités sur les conflits. Alors, pour avoir la notion de conflit, il faut connaître la définition et donc, partant de là, les différents types et niveaux de conflit. Donc, il faut savoir que le conflit est défini de plusieurs façons. Mais ce que nous retenons ici, c'est que lorsqu'on parle de conflit, il s'agit d'une opposition ou d'une divergence d'opinion, d'intérêt, de manque de considération entre deux parties au moins. Ça peut être plusieurs parties, mais entre deux parties au moins. Donc le principe, c'est entre deux parties au moins. Donc qui sont directement en contact dans leur environnement de travail. Il faut dire que les conflits peuvent euh, euh, surgir dans l'environnement familial, aussi bien dans l'environnement familial que dans l'environnement professionnel. Mais ici, ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt l'environnement professionnel. Donc, vous devez savoir que sur le terrain du travail, il peut arriver des situations qui font savoir que voilà, des travailleurs peuvent avoir ont des divergences d'opinion, d'intérêts et des situations où il y a des manques de considération. Alors, si nous avons abordé la question de la définition du conflit, il faut savoir qu'il y a des typologies de conflits. Donc, il y a trois types de conflits. Lorsqu'on parle de typologie des conflits, on parle de type de conflit. Donc, il faut savoir que il y a le conflit d'objectif. Ici, le conflit d'objectif, c'est une situation dans laquelle les buts ou les issues choisis par les deux parties sont divergents. Donc, il peut arriver des moments où, en exemple, dans le cas de l'exemple qui est devant nous, il peut arriver que des ouvrières d'une entreprise présentent une impossibilité. Des ouvrières d'une entreprise présentent une impossibilité d'être à la fois de bonnes employées et de bonnes mères de famille. Ça veut dire quoi? Elles sont dans, je veux dire, une situation où, lorsque il y a des moments qui arrivent, elles sont amenées à privilégier le volet familial
Par exemple, lorsqu'il y a des tensions familiales qui existent dans leurs différents foyers, elles préfèrent se ranger, hein, privilégier le volet familial que le volet professionnel. Donc ici, on parle de conflit d'objectifs. Voilà. Donc le conflit cognitif, c'est plutôt des conflits liés, voilà, hein, des conflits liés au niveau des pensées et des idées. Alors, il peut arriver sur le terrain du travail que des personnes pour atteindre des objectifs, des travailleurs pour atteindre des objectifs et des différentes manières d'aborder, hein, de dresser le plan du travail. Donc, par exemple, ici, la nouvelle directrice pour la gestion de ses ouvriers, c'est-à-dire que elle avait des idées qui contrastaient fortement avec celles du PDG. Par exemple, le PDG peut décider que pour respecter les 8 heures de travail, que dans son service, par exemple, les ouvriers commencent le travail, par exemple, à 8 heures, descendent à midi et reprennent de 14 heures à 18 heures pour respecter les 8 heures. Mais elle, à son niveau, ce n'est pas le cas. Elle dit que elle souhaite que les ouvriers travaillent quand elles ont le temps, peu importe l'heure, c'est-à-dire peu importe le moment. L'essentiel pour elle, c'est de respecter les 8 heures de travail. Et vous voyez que ici, au niveau des idées et des pensées, il y a une divergence de vue, du point de vue. Et cela peut entraîner des conflits, hein, j'allais dire, d'intérêt au niveau des deux directeurs, si vous voulez, la directrice et le PDG. Le conflit affectif, c'est une situation dans laquelle les émotions et les sentiments respectifs des deux parties sont incompatibles. Ça, c'est clair. Donc, pour le cas du PDG la directrice, effectivement, cela s'accompagne des sentiments, hein, des sentiments de frustration, de, de, de rejet, hein, de la collaboration avec son supérieur ou avec son collègue. Donc ce sont des situations qui peuvent amener, hein, par exemple, à démissionner. C'est très important. Donc les niveaux ou formes de conflit. Si nous avons abordé les types de conflits, il faut savoir qu'il y a les niveaux ou formes de conflits. On rencontre 4 niveaux de formes de conflits. Nous avons les conflits intrapersonnels, les conflits entre individus, les conflits entre individus et groupes, voilà, ou conflits intra-groupes. Ce sont les conflits d'opposition entre les besoins ou objectifs d'un individu et ceux du groupe. Voilà. Alors, les conflits entre groupes ou conflits intergroupes, c'est une situation conflictuelle vécue entre différents groupes, donc services ou groupements d'une même organisation. Donc, il faut savoir que dans une entreprise, il peut arriver des situations entre qui font voilà, savoir que il y a des différents services qui ne peuvent forcément pas s'entendre sur les différents objectifs. Donc là aussi, on peut parler de conflits intergroupes. Les causes des conflits. Dans une organisation, dans un service, et de façon générale, l'accroissement de la complexité et de l'indépendance, de l'interdépendance des individus et des groupes peut entraîner, hein, des situations conflictuelles. Donc, il faut savoir qu'en clair, partout où il y a interaction entre les hommes, c'est-à-dire où les hommes échangent, sont amenés à atteindre des objectifs, donc travailler ensemble, on rencontre fréquemment des tensions et des conflits. Alors, s'il y a cause de conflits, il y a véritablement des conséquences de conflits. Donc, dans les conséquences des conflits, il y a 2 aspects que nous retenons ici. L'impact positif. Donc, un conflit, quand il naît, il peut avoir un impact positif ou des impacts positifs. Donc, le conflit peut avoir un impact positif dans les entreprises en permettant des fois de trouver une solution constructive à un problème. Donc, le fait de rechercher, hein, chaque fois des solutions, hein,
commune à un conflit peut amener des parties à changer leur manière de voir les choses. Donc d'un conflit qui naît, la nature du conflit même, sa façon de le résoudre peut amener les différentes parties à revoir leur copie, à revoir la manière de, de communiquer, par exemple, la manière de décider des objectifs à atteindre, ainsi de suite. Donc, ici, il faut savoir aussi que un conflit peut non seulement provoquer une innovation et un changement, mais également rendre le changement plus acceptable. Par ailleurs, l'introduction volontaire d'un conflit dans un processus de prise de décision peut être bénéfique. Voilà. Il peut arriver que lors de la prise de décision, voilà, des personnes peuvent amender cette décision, c'est-à-dire peuvent s'opposer à cette décision, et partant de là, la nature de l'opposition, la nature, le problème sur lequel, les points sur lesquels on s'oppose, ces points-là, lorsque qu'ils sont traités, peuvent être bénéfiques aux différentes parties, et donc peuvent aider à changer la vision des choses. L'impact négatif du conflit. Donc ici, un conflit peut avoir de graves incidences négatives et détourner certains efforts de leur but. Ici, l'impact négatif d'un conflit peut amener les différentes entreprises à perdre les acquis, c'est-à-dire ce que l'entreprise a gagné en termes de confiance au niveau des employés, ou en termes de performance. Cela peut entraîner, évidemment, cela peut perdre ses acquis. Comment? C'est-à-dire que le conflit peut affecter négativement le bien-être psychologique des employés. Donc, s'il est grave, cela peut entraîner des tensions et de l'anxiété. S'il se prolonge pendant un certain temps, le conflit peut rendre difficile les rapports de solidarité. Donc, on sera dans une entreprise où, j'allais dire, les employés vont certes travailler, mais sur la base de la méfiance, ce qui ne pourrait pas motiver les uns et les autres. Les styles de conflit. Alors, sachez que s'il y a forme de conflit, il y a aussi les styles de conflit. Donc, ce sont des styles, je veux dire, c'est en ce moment qu'on observe dans les attitudes et comportements des travailleurs, certains, j'allais dire, voilà, certaines pensées, certaines façons de voir les choses à partir du conflit qui est né, c'est à partir de la nature du problème. Donc ici, on a le style abstentionniste ou perdant. Les parties considèrent le conflit peu important et négligent de le résoudre. Elles décident de laisser le conflit se résoudre de lui-même. Il y a le style oppressif ou style gagnant-perdant. Ici, il y a une partie qui domine et impose une solution à l'autre. Donc, on parle de style gagnant-perdant. Voilà, celui qui gagne, celui qui a en bonne posture, impose sa manière de voir sa solution à l'autre. Donc, ceci permet parfois au dominateur d'atteindre ses buts personnels. C'est ce qu'il faut retenir ici. Le style conciliant ou style perdant, gagnant ou l'accommodation. Donc, l'une des parties se voit plus touchée que l'autre dans le conflit. Et elle doit négocier en position de faiblesse. Donc, dans un conflit qui naît entre deux personnes ou deux groupes, il y a forcément un groupe qui se voit plus touché que l'autre. Donc n'a plus de force, j'allais dire, pour mener une contre-offensive. Donc, décide de négocier. Voilà, donc négocier, ça veut dire que faire connaître sa position de faiblesse. Donc, ici, il faut savoir que les personnes conciliantes sont généralement animées par les autres qui les trouvent trop faibles et soumises. C'est la conséquence d'ailleurs. Le style coopératif ou style gagnant ou la collaboration. Ici, il faut savoir que les antagonistes, c'est-à-dire les deux parties, essaient de s'entendre, négocier en tenant compte de ce que l'autre partie doit gagner. Nous avons le style de compromission. Donc, dans le style de compromission, ici, ce sont des concessions qu'il faut faire.
Voilà. Ce style se suppose généralement une négociation, une série de concessions. En somme, il n'y a pas un style idéal. Tout dépend de l'objectif que l'on veut atteindre dans une situation conflictuelle. Alors, en conclusion, les conflits sont inévitables et ils sont même quelquefois facteurs de progrès. Voilà, impact positif. C'est ce que nous avons dit plus haut. Il ne faut donc pas les éviter, les supprimer ou les déplacer, mais au contraire, il faut y faire face d'une façon constructive à travers la négociation. Donc ici, encore une fois, à travers la négociation, on arrive à faire bouger les choses. Donc lorsqu'il y a situation de conflit, comme on l'a dit, il ne faut pas les éviter, il ne faut pas non plus les supprimer ou les déplacer. C'est ce qu'il faut retenir ici. Donc il faut les affronter par la voie de la négociation. Et en matière de négociation, il y a plusieurs stratégies qui ont été évoquées un peu plus haut. Mais il faut négocier en tenant compte de l'autre partie. L'objectif ici, c'est d'arriver à prendre une décision qui va permettre à tout le monde d'être suffisamment gagnant. Voilà. Donc ici, le style gagnant-gagnant est beaucoup plus conseillé. Parce que ça dégage beaucoup plus de perspectives en termes de confiance, en termes d'entente. Alors, la résolution des conflits, la négociation. Alors, il faut savoir que le processus de négociation, nous en avons parlé un peu plus haut. Il faut savoir qu'ici, il y a 3 étapes dans le processus de négociation. Dans un processus de négociation, il y a l'étape de la préparation. Voilà l'étape de la préparation de la négociation. Préparer la négociation, c'est collecter l'information. Je vous ai dit que si vous allez à une table de négociation, vous allez à une négociation, que vous n'êtes pas suffisamment informé sur le problème sur le problème sur lequel vous allez négocier, cela il va sans dire que vous allez inévitablement à un échec vis-à-vis de l'autre partie. Donc il faut évaluer ces informations, faire des hypothèses, déterminer des buts, évaluer différentes stratégies ou styles et tactiques. Ça, c'est très important. L'étape du déroulement de la négociation. Il y a 3 phases. La phase préliminaire ou le commencement. Alors ici, les négociations se sont ou ne sont pas encore rencontrées. C'est-à-dire, ceux qui vont négocier ne se sont pas encore rencontrés. Cette phase va également permettre d'établir l'ordre du jour ou le plan de travail. La phase médiane, c'est la phase où les parties échangent des propositions et des contre-propositions. Donc, proposition, contre-proposition. Donc, je propose, ou bien nous proposons, et nous attendons aussi des propositions des autres. Et les propositions des autres peuvent être contraires aux nôtres. Voilà ce qu'on appelle la phase médiane. Et c'est à ce niveau, tous les paramètres sont à prendre en compte. C'est-à-dire, poser des questions, il faut relancer, il faut toujours rappeler les différentes parties, il faut faire des synthèses, il faut faire des reformulations afin de savoir exactement ce que l'autre veut. Alors, la phase finale. Voilà, c'est la phase, l'étape des accords. Voilà, où on cherche inévitablement à mettre en œuvre un accord, évaluer la négociation entamée, c'est la phase de la conclusion. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, il faut évaluer tout ce qui a été dit. Et cette évaluation peut se révéler très utile dans les négociations futures. Voilà, donc il faut toujours faire une ouverture. Les genres de négociation. Nous avons les stratégies de négociation. On observe 2 méthodes de négociation. Le modèle ou méthode de négociation conflictuelle. Nous en avons parlé un peu plus loin dans le chapitre négociation, le chapitre relations sociales. Le modèle ou méthode de négociation conflictuelle. Cette méthode entraîne une stratégie de marchandage. Dans cette stratégie, chaque négociateur ou acteur a une plage de négociation. Et donc, il faut savoir que à ce niveau, c'est la fusion des 2 plages de négociation qui définit la plage d'accord possible. Le négociateur a intérêt à avoir une cible élevée sans aller toutefois
jusqu'à la rendre irréaliste. Donc ici, la négociation elle-même visera à faire pression sur l'autre pour faire évoluer ses propositions dans un sens favorable pour soi. Voilà. Donc à un moment donné, ici le marchandage, c'est de mettre la pression sur l'autre, voilà, pour obtenir de lui quelque chose qui va forcément arranger la partie qui mène le jeu en fait, donc qui mène la pression. Le modèle de négociation coopérative. Donc lorsqu'on parle de coopérative, c'est la résolution des problèmes en commun. Dans cette stratégie, les deux négociateurs échangent de bonne foi, c'est-à-dire ici il n'y a pas de méfiance, il n'y a pas de pression en tant que telle. Voilà, les deux parties s'engagent à aller sur la base d'une entente loin du marchandage, loin des intimidations en fait. Donc, le travail du négociateur ici considère donc à organiser son action en fonction d'une stratégie mixte cohérente pour chaque contexte particulier. Si nous avons des stratégies, alors si nous avons des stratégies, il va s'en dire que dans ces stratégies-là, il y a des tactiques qui naissent. Donc, dans les tactiques, nous avons la stratégie de marchandage. Voilà. La rétention d'informations, la disqualification des arguments de l'autre, intimidation et autres. La stratégie de résolution de problèmes en commun, ça c'est la tactique coopérative. Les situations de négociation. Donc, il faut comprendre que ici, on parle de relations entre les partenaires. Pour qu'une négociation soit efficace, il faut tenir compte des éléments suivants. Le degré de permanence de la relation. Une relation de négociation peut aller du permanent au tout à fait occasionnel. Il faut tenir compte de l'attitude réciproque des parties. Voilà. En termes de relations sociales, le but de la négociation est d'arriver à un accord. Ça, c'est très important. Et sur des objectifs précis, à court et, j'allais dire, à long terme. Alors, la négociation collective et la négociation individuelle, c'est un rapport ici. Il faut savoir que les négociations individuelles sont des négociations dans lesquelles un individu négocie uniquement pour son propre compte, sans avoir ni mandat, ni commettant, ni constituant. Il s'agit de cas relativement rares. En réalité, la plupart des négociations sont collectives. Donc, il faut savoir que la plupart des négociations sont collectives, donc engagent toujours deux parties. L'environnement dans lequel se déroule une négociation est très important. Il y a les parties concernées, les enjeux, les ressources et les contraintes. Les parties concernées, il faut identifier, décrire leurs caractéristiques. Voilà, les parties en présence, il faut suffisamment les connaître. C'est ce qu'on appelle identifier et décrire leurs caractéristiques. Les enjeux, on négocie pourquoi? Analyser ce que les parties ont à gagner et à perdre matériellement ou psychologiquement. Je vous ai dit que lorsqu'on mène une négociation, il est clair, ce sont des concessions que des parties vont faire. Donc, si vous donnez ce que vous acceptez, sachez que vous l'avez perdu et vice-versa. Et quand vous gagnez, psychologiquement, vous êtes heureux. Mais lorsque vous perdez, évidemment, ça vous affecte et donc on n'est pas suffisamment heureux. Les objectifs déterminent les objectifs des parties en conflit. Le pouvoir de négociation. Le pouvoir de négociation d'une partie repose sur sa capacité à influencer les résultats de la négociation à son avantage. Le pouvoir de négociation. Donc c'est un élément important. En allant à une table de négociation ou bien en allant négocier, il faut savoir que je dois forcément gagner quelque chose. Il faut que quelque chose me soit avantageux. Alors c'est pour ça qu'on vous demande, chaque fois, on demande à chaque partie de toujours faire la phase de préparation, de tenir compte aussi des enjeux. Voilà. Le problème sur lequel on va, les problèmes sur lesquels on va négocier et pourquoi on va négocier. Voilà, bien entendu, on va négocier pour obtenir quelque chose à son avantage. Donc, si l'une des parties n'a aucun pouvoir sur l'autre, nous ne sommes plus dans une relation de négociation.
Si l'une des parties n'a aucun pouvoir sur l'autre, nous ne sommes plus dans une relation de négociation. Voilà. Donc il faut comprendre que forcément, la balance ne sera pas tout à fait équilibrée. Voilà. Au départ, une partie peut avoir forcément un pouvoir, une autorité sur l'autre partie et vice-versa. Donc le pouvoir est donc l'élément le plus important de la négociation. Si vous n'avez pas de pouvoir, si vous n'avez pas une force en vous, un caractère en vous, il vous sera difficile de mener une négociation. C'est ce que le point 3 veut, nous enseigne ici. Alors, mesdames et messieurs, chers étudiants, je voudrais m'arrêter là pour ce chapitre et vous dire sincèrement merci pour votre collaboration dans ce cours. Et il faut dire que je vais vous attendre sur le forum de la plateforme afin d'attendre vos questions et de préparer des éléments de réponse pour vous permettre d'être suffisamment mieux, plus instruit. Merci et bonne journée à toutes et à tous.